Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de mon audioblog. Donc pour aujourd'hui le 2 octobre 2012, le petit résumé de la journée est le suivant. Pour commencer, dans la zone euro, le taux de chômage a atteint 11,4% en août. Il était à 10,2% l'année dernière à la même période. Ça veut dire en gros qu'il y a 18,2 millions de gens qui ont été au chômage durant cette période. Euh, Bon, ça va sans dire que ça va accélérer énormément le collapse de la zone euro. On a vu dernièrement des manifestations en Espagne et en Grèce, d'ailleurs où le taux de chômage a atteint pratiquement 25% pour l'Espagne, 25,1% pour la Grèce. Tout ça va évidemment accélérer énormément la chute de la zone euro et de la monnaie euro. Euh, donc ça c'était pour l'Europe, l'article nous vient du Télégraphe. Donc, si vous souhaitez voir l'article, c'est www.telegraph.co.uk. Deuxième chose, JP Morgan. JP Morgan, c'est une banque, une des plus grosses banques en Amérique du Nord. On la connaît sur Internet pour sa manipulation des marchés dans les métaux précieux, notamment beaucoup d'autres choses. Elle a été énormément liée au scandale du LIBOR et manipulation des taux d'intérêt, etc. Il y a d'autres scandales éventuellement qui vont arriver à jour. Euh, donc il y a environ à peu près un an de ça, ils avaient annoncé des pertes dans les marchés des dérivés, 2 milliards de pertes en fait. Le problème étant que ça n'a pas arrêté de grossir depuis ces pertes-là. Et suivant l'article qu'on peut voir dans seekingalpha.com, ces pertes pourraient être évaluées à plus de 100 milliards. Donc ça va sans dire que le marché des dérivés va prendre un sacré coup si jamais JP Morgan annonce une perte de 100 milliards dans ce marché-là. Donc si vous ne l'avez pas fait, si vous avez des investissements dans les marchés des dérivés, attendez-vous à une grosse baisse là-dessus. Je sortirai mon argent de là. Un article ensuite sur kingworldnews.com de Robert Fields Wilson, pardon. Dans le fond, cet article-là, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de prévenir les gens sur le futur crash des marchés des dérivés qui s'en vient. Le problème de ces crashs-là, comme le marché de l'immobilier en 2008, le crash qu'il y a eu en 2008 aux USA, le problème lors de ces crashs-là étant qu'il y a un énorme transfert d'argent qui se fait de la classe moyenne, de la classe supérieure à la classe entre guillemets élite, même si j'aime pas trop ce mot-là. Ça leur permet de faire énormément d'argent dans le fond, ça leur permet de transférer énormément d'argent d'en bas vers en haut. C'est un thème qui est bien connu, c'est exactement ce qui s'est passé en 29 durant le crash de Wall Street, durant les autres crashs qu'il y a eu suivants. Ça a été exactement la même histoire. Il y a toujours eu un transfert de fonds qui a été fait d'en bas vers en haut. Il y a énormément de façons de faire de l'argent durant ces crashs-là, pour ceux qui savent. Et malheureusement, il y en a un autre qui s'en vient, selon Robert Fields Wilson. Et dans le fond, il vous prévient. Si jamais vous avez toujours du papier, alors, quand on dit du papier, on parle d'argent papier, c'est-à-dire l'argent virtuel, c'est-à-dire vos billets de banque, etc. Essayez d'investir certains de ces billets de banque vers quelque chose qui a réellement de la valeur, quelque chose que vous pouvez garder, quelque chose qui ne perd pas de la valeur suivant les marchés, comme par exemple les métaux précieux, l'or, l'argent, etc. Tout ça ces marchés-là vont peut-être baisser, mais ils vont baisser beaucoup moins que votre argent, que la valeur de votre argent. Éventuellement aussi, n'investissez pas dans l'immobilier parce qu'il prévient que un deuxième crash immobilier s'en vient. De la même façon que le marché des dérivés va crasher, le marché immobilier va aussi baisser énormément. Donc n'investissez pas massivement là-dedans, n'investissez pas dans une nouvelle maison que vous pouvez à la limite payer tous les mois. Il y a de fortes chances qu'elle perde de la valeur dans les prochains mois qui arrivent, voire dans les prochaines années. Donc ça c'était pour Robert Fields Wilson. Ensuite pour
Cet article-là nous vient de online.wsj.com et nous rapporte qu'à Singapour, donc à Singapour, le gouvernement a enlevé tout simplement une taxe qui était de 7% à la base sur l'or et l'argent. Ils l'ont enlevé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de taxe sur ces métaux précieux. Donc, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où justement l'argent virtuel, monnaie virtuelle crash d'une façon générale, entre guillemets, dû au problème de dette, la ville va être plein, entre guillemets, d'argent et d'or, étant donné qu'en enlevant cette taxe, ce que ça fait, c'est que ça déplace les échanges là-bas. Parce que le fait d'enlever une taxe permet de ne pas payer de taxes sur n'importe quel échange qu'il pourrait y avoir en or et en argent à Singapour. Donc évidemment, ça va attirer beaucoup de gros investisseurs là-dedans. Cet article nous vient de silver-coin-investor.com. Bon, évidemment, ils vendent du silver, donc il vous prévient également du crash qui s'en vient. Mais plus précisément, il y a le Premier ministre du Qatar, donc en Afrique, qui est un investisseur majeur, croyez-le ou non, en US et en Europe. Cet article donc relate ses dires. Il déclare qu'il est inquiet de la valeur du dollar et de l'euro qui sont en train de baisser. Alors oui, je sais, dans les marchés, on vous dit le dollar a perdu tant ou il a gagné tant par rapport à l'euro, c'est quelques centimes, etc. Le problème étant que si les deux descendent en même temps, ça vous n'allez pas le voir dans les marchés. Ça c'est le gros problème. Donc le Premier ministre du Qatar, dans le fond, explique que les deux sont en train de descendre, que ce soit l'euro ou le dollar. Et donc, il est en train de commencer à investir dans l'achat de silver, d'or. Quand je dis silver, c'est simplement pour différencier argent virtuel et argent, pièces d'argent réelles. C'est plus facile à dire de même. Donc, cet article nous explique ça, que le Premier ministre du Qatar est en train d'investir lourdement dans les pièces d'argent dues aux inquiétudes qu'il a face aux US et à l'euro. Cet article nous vient de ft.com, nous explique que la Banque Royale du Canada, UBS, et peut-être d'autres banques locales, très certainement d'autres petites banques locales d'ailleurs qui sont entre guillemets anglophones, ont toutes, sans exception, emprunté de l'argent de la Banque fédérale américaine durant le premier quart de 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, à partir du moment où les petites banques empruntent de l'argent à une banque centrale, une banque fédérale, si jamais cette banque centrale commence à avoir des problèmes avec la valeur de son argent, donc en d'autres termes la valeur du dollar, les petites banques derrière vont avoir des problèmes également. Ils donnent comme montant, donc le premier quart de 2010, que les montants étaient de 11 millions et 36 millions. Pour Banque de Canada et UBS. Donc dans les 36 millions, il y a également les autres petites banques locales, plus petites banques locales en tout cas. Je sais pas trop quoi en faire de cet article. J'ai l'impression que ils veulent nous expliquer quelque chose, mais c'est pas extrêmement clair dans le sens où est-ce que ça va mener. Quoi qu'il en soit, c'est certain qu'à partir du moment où la Banque fédérale commence à avoir des problèmes, les banques qui ont prêté de l'argent à la Banque fédérale vont également avoir des problèmes. Ça, c'est la première chose. Un article intéressant dans le dailyreckoning.com.au, qui nous vient d'Australie, qui en fait explique le switch qu'il y a eu entre le Brésil et les USA. Donc le Brésil a été une économie qui était brisée, entre guillemets, sans jeu de mots, pas mal, énormément même. On a connu le crash qu'il y a eu en Argentine, quelques années, etc. Donc le Brésil, il y a 35 ans, importait énormément de nourriture. Aujourd'hui, c'est devenu un exportateur majeur de nourriture. Le Brésil est aussi devenu indépendant au niveau énergétique et possède énormément de ressources naturelles. Ils ont moins de dettes que les autres pays d'une façon générale et une véritable croissance, c'est-à-dire quand on dit véritable croissance, on dit une croissance qui n'est pas basée sur la dette
Euh, donc en fait, les ménages brésiliens sont en train de devenir de plus en plus riches. Euh, c'est marrant parce que je suppose qu'on va appeler bientôt euh, le Brazilian Dream au lieu du American Dream. Je suppose que ça va changer sous peu. En tout cas, ça va être marrant à, à voir. Je suppose que toute l'immigration qu'il y a du Mexique vers les USA va switcher à un moment ou à un autre. Je pense que ça va être marrant à regarder tout ça. Donc ça, c'était pour les nouvelles économiques que j'ai pu trouver aujourd'hui. Euh, Maintenant, pour une ou deux choses, pour donner une espèce d'image un petit peu plus globale. Euh, Dans le fond, ce que fait la Banque fédérale, on l'a vu avec quantitative easing, donc les mesures quantitatives qu'il y a eu à répétition depuis quelques années, la dernière étant QE3, quantitative easing numéro 3, qui est destiné à environ injecter plus de 80 milliards dans l'économie par semaine aux États-Unis. Donc évidemment, ça, qu'est-ce que ça fait ça détruit le dollar US littéralement. Il va y avoir une inflation énorme qui va suivre ça, qui va en découler. Pourquoi font-ils ça dans ce temps-là s'ils savent qu'il y a une inflation? C'est parce que tout simplement, il n'y a pas d'autre solution que d'injecter plus de dette à une dette qui existe. Pourquoi? Parce que toute l'économie au complet est basée sur une croissance. Et cette croissance dépend d'une dette. Si les pays veulent avoir une création d'argent, il faut qu'ils aient une dette plus grosse. Euh, et donc qui crée plus de croissance. Les trois vont ensemble. Donc pourquoi est-ce que la Banque fédérale injecte autant d'argent, quitte à détruire le dollar? Je pense honnêtement que leur plan étant de faire un switch du pétrodollar au land dollar, si on peut appeler ça. Ce qu'on a pu voir durant plusieurs mois, voire 2 ou 3 ans même, c'est plusieurs pays qui changent au lieu d'utiliser le dollar comme réserve globale, donc pour faire leur échange de pétrole, l'échange contre d'autres monnaies ou contre de l'or. C'est notamment ce qu'a tenté de faire l'Irak, à peu près 6 mois avant que les USA décident d'envahir l'Irak. C'est notamment ce qu'a tenté de faire la Syrie, la Libye. On sait également ce qui est arrivé. Et c'est ce que essaye de faire l'Iran, donc vendre de leur pétrole contre de l'or ou d'autres monnaies au lieu du dollar. Et donc, du coup, vous avez tout le tapage médiatique là-dessus, comme quoi c'est des terroristes et c'est des méchants garçons qui veulent buter tout le monde. Donc là-dessus, il n'y a rien d'étonnant. C'est évident que le dollar, la Banque fédérale américaine et tout ce qui est derrière, dans le fond, tout ce qui contrôle tout ça, va tenter le plus longtemps possible de garder leur dollar comme réserve globale. Malheureusement, c'était sans compter sur l'aide de la Chine et la Russie qui ont également déclaré de ne plus utiliser le dollar. Alors bon, je vois mal les USA dire ok, la Chine veulent buter tout le monde maintenant, ce sont des gros méchants, puis la Russie aussi, puis tout le monde aussi. Il y a malheureusement une limite au lavage de cerveau médiatique qu'ils peuvent faire. Donc là-dessus, je dirais que c'est bien. Le problème étant que ça va créer une opposition directe entre les monnaies, donc la monnaie chinoise, russe et opposée aux monnaies de l'Ouest, ce qu'on appelle l'Alliance de l'Ouest, donc qui va de l'Angleterre, l'Europe, Canada, puis USA. Donc les deux, on va dire que ça va être l'Est contre l'Ouest. Ça a commencé depuis quelques mois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à avoir des rebondissements dans les prix du pétrole, dans les prix du blé, etc. Alors on vous explique que c'est la sécheresse. Non, ce n'est pas la sécheresse, je suis désolé, c'est pas vrai. Ça c'est pure bullshit. C'est parce que ils impriment beaucoup trop d'argent, parce qu'ils savent plus comment s'en sortir. Donc bref, tout ça pour en arriver au point que ils sont en train de perdre ce statut de réserve globale. Et en fait, en transférant, en injectant dans l'économie comme ça, en faisant cette inflation, ça va littéralement faire... Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de reconstruire la bulle du marché immobilier, puis de la faire répéter. Pourquoi vont-ils faire ça? Parce que ça va leur donner la possibilité de mettre la main sur beaucoup de pays, beaucoup de parties de pays.
C'est-à-dire que si t'as pas le dollar, si t'as pas le pétrole, eh ben au moins t'as le pays, donc t'as quelque chose t'as quelque chose derrière. C'est selon moi ce qu'ils vont essayer, en tout cas c'est ma petite prédiction, on verra où ça s'en vient comme ça. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que QE3 est littéralement destiné à maintenir l'économie en vie artificiellement jusqu'aux élections. Donc l'élection, on va dire la réélection déjà pratiquement gagnée d'Obama en novembre. Malheureusement, étant donné que Ron Paul n'a pas été passé, qu'il a été ignoré totalement par les médias, rien d'étonnant là-dessus. Bon, le problème là-dedans, c'est que ça a mis en pleine face aux gens et ça a expliqué en pleine face à tout le monde que il faut pas sortir des rails, parce que si on commence à expliquer que la Banque fédérale, ce qu'elle fait, c'est pas bien, que les guerres sont pas bien, évidemment on se fait ignorer par les médias. C'est ce qui est arrivé à Ron Paul. Il a quand même réussi à rassembler 400 000 personnes derrière lui. Je parle de véritables fans derrière lui, fans de son mouvement, de son idée de liberté individuelle, de anti-guerre, de nouvelles monnaies qui seraient backées par l'or. Donc voilà, le problème étant que donc il s'est fait totalement ignorer, il n'aura même pas le droit d'avoir son nom sur les billets de vote durant l'élection américaine en novembre. Donc il reste en fait Mitt Romney et Obama qui ont littéralement exactement les mêmes politiques, que ce soit sur les politiques étrangères, donc les guerres en Irak, etc., les guerres en Afghanistan, Pakistan, Iran, ce sont exactement les mêmes politiques étrangères. Ils ont exactement les mêmes politiques économiques. Si tu as un problème de dette, imprime de l'argent, tu vas le résoudre. Bon, on sait où ça va, hein, ça ne marche absolument pas, malheureusement il continue. Donc je veux dire, que ce soit Romney ou Obama, très honnêtement, ça ne changera strictement rien. Le fait est que ils veulent quand même garder l'économie en respiration artificielle jusqu'en novembre. Par contre, après novembre, c'est là où il va falloir faire attention. Si vous avez toujours, encore une fois, des investissements, que ce soit dans le papier, que ce soit dans l'immobilier, etc., aux États-Unis, faites attention. Après novembre, ils vont arrêter d'injecter l'argent. Une fois qu'ils auront arrêté ça, c'est là que ça va faire mal. C'est là qu'il faut faire attention à ces investissements. Et c'est à ce moment-là également qu'il faut investir dans quelque chose qui garde de la valeur au travers d'une inflation. Penser qu'on est au Québec, en Europe, etc., peu importe. Tout dépend de la Banque fédérale américaine de toute façon. Tout dépend des marchés de Wall Street, entre guillemets. On l'a vu plusieurs fois. Dire que les pays sont indépendants, que les monnaies sont indépendantes, c'est totalement faux. À partir du moment où vous vivez dans un des pays de l'Ouest, en Occident, vous dépendez de la Banque fédérale américaine, quoi qu'il arrive. Il y a par contre une petite chose sur les diamants. Alors si vous si vous pensiez investir dans du diamant, si vous comptez vous marier puis acheter une bague de diamant à 8 carats, 10 carats puis payer ça une fortune, attendez quelques mois parce que ce qui s'est passé c'est que en Russie, les Russes qui ont très bien joué leur coup là-dessus, ce qui s'est passé c'est qu'il y a énormément de, je sais pas combien d'années, une comète, un astéroïde, peu importe, s'est crashé en Sibérie. Et le fait est que c'était dans les années 70, ils ont regardé ça, ils ont dit oh, bon, il n'y a pas grand chose à prendre. En fait, ils savaient très bien qu'il y avait quelque chose à prendre et c'était des diamants. Donc ils sont revenus là-dessus il y a à peu près 2 mois, peut-être, 1 mois, pour expliquer écoutez, en fait, dans le sous-sol en Sibérie, on a énormément de diamants, on en a plusieurs milliers de tonnes. Donc, ce qu'ils vont faire, sachant encore une fois, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les banques JP Morgan, puis d'autres banques de Londres ont investi dans les diamants, dans les mines de diamants, notamment en Afrique. Toujours pareil avec l'aide du Qatar, etc. Donc, ces banques-là ont investi énormément là-dedans. Ils contrôlent le marché. Ils ont un monopole de la dispersion des diamants. C'est eux qui disent, dans le fond, je t'en donne 100, puis c'est tout. Si eux en donnent 100, il n'y en aura pas plus sur le marché qu'une centaine. Parce qu'il n'y a pas d'autres sources. Donc, à partir de là, ce que va faire la Russie, c'est tout simplement flouder le marché de tous ces diamants. Donc, si vous pensez acheter ça, attendez un petit peu. Ça ne va plus rien valoir du tout d'ici quelques mois. Ensuite, une nouvelle assez intéressante. La Suède qui a porté plainte contre Monsanto et qui a gagné. C'est plusieurs milliards que Monsanto va devoir régler aux civils suédois, ce qui est excellent.
Le Brésil avait fait ça, notamment plusieurs fermiers dans le Brésil avaient fait ça, ils avaient gagné. Monsanto a dû régler plusieurs milliards. Monsanto, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus grand fournisseur, le plus grand producteur d'organismes génétiquement modifiés dans le monde. Ils fournissent énormément de choses et des études récentes tendent à prouver que ça vous rend fertile et ça vous donne le cancer. Donc évidemment, s'en suivent plusieurs plaintes qui arrivent. Donc voilà, c'était les news pour le 2 octobre 2012. Je vous dis à bientôt, puis demain certainement pour les news du 3.